Merci beaucoup de votre accueil et c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici. Mais c'est très important qu'on ait ce genre d'échange avec des chercheurs, avec des étudiants, avec peut-être des chefs d'entreprise. Je ne sais pas, je pense que l'auditoire est assez mélangé pour cette conférence donc sur l'Arctique. Qu'est-ce qui se passe en Arctique? On voit souvent, plutôt au mois de septembre, en général, arriver des manchettes dans les journaux sur la glace qui fond, il n'y a plus de banquise, la fonte s'accélère, enfin beaucoup de cris alarmistes plutôt tendance alarmiste. Les journalistes aiment bien, en général, sortir des choses, enfin, ils aiment bien le scoop, comme on dit en anglais, et donc pour retenir l'attention des gens. Et là, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder les choses un peu plus sereinement. Ce n'est pas forcément sous l'angle d'un scoop, mais plus d'une observation qu'on essaye toujours de rendre la plus objective possible sur qu'est-ce qui se passe, parce qu'il se passe vraiment quelque chose de nouveau en termes d'échelle de temps, plutôt que dans l'espace. Il y a ici beaucoup de paléoclimatologues qui connaissent très bien les âges passés de la Terre. La fonte des glaces sur la planète Terre a traversé plusieurs périodes, longues périodes de temps. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'Arctique, c'est vraiment très très rapide. Ça sort donc de la variabilité naturelle du système Terre, bien que sous beaucoup d'aspects, on est toujours sur la planète Terre, sans l'ombre d'un doute. Et donc tout ce qui se passe s'explique fort bien, que ce soit dans un système forcé ou qui évolue librement. Alors j'ai organisé cette présentation sur plusieurs plans. Un, c'est pour vous donner des informations aussi claires et précises que possible sur l'état de la banquise arctique, son évolution actuelle, plutôt ramassée dans le temps sur les 30 dernières années, disons, parce que c'est là où on voit effectivement un changement très radical se produire. Et donc en couvrant aussi les aspects atmosphère et océan, parce que la glace n'existe que la glace de mer. On parlait surtout de la glace de mer, un petit peu de la glace de terre, enfin des glaciers, mais surtout de la glace de mer, qui est donc de l'océan, de l'eau de l'océan qui gèle en hiver et qui fond en été. Et il n'y a rien de plus normal à cela. L'atmosphère et l'océan de l'Arctique. Ensuite, je pense que peut-être certains d'entre vous seront intéressés par comment ces observations, dont je vais montrer quelques résultats, sont obtenues. Au plan instrumental, comment s'y prend-on sur le plan logistique? Ce n'est pas évident de se déplacer en Arctique. Certains d'entre vous vont assez fréquemment au Svalbard ou dans le nord du Canada. C'est des domaines qui sont assez complexes et qui requièrent une logistique tout à fait adaptée et particulière. Et puis, j'ai réservé aussi quelques slides à la fin pour vous montrer ce que l'on fait actuellement avec l'Europe, avec les moyens européens, dans le contexte de consortium européen, donc qui implique des équipes dispersées aux 4 coins de l'Europe sur des projets très actuels en Arctique qui concernent essentiellement, en liaison avec le changement climatique, les impacts que ces changements peuvent avoir sur le développement d'un certain nombre d'activités humaines, voire même d'en stimuler certaines,
et voir en retour l'impact de ces activités croissantes sur l'environnement arctique. Donc ça sera le projet Access, projet européen Access, du 7e programme cadre de recherche et développement de l'Union européenne, dont je vous donnerai quelques éléments pour vous montrer un petit peu les champs d'activité du moment. Donc, on va commencer par la présentation d'un certain nombre d'éléments qui concernent la banquise arctique, son évolution actuelle. On va parler des 10 à 30 dernières années, disons, et voir ce que l'on peut dire sur les 30 prochaines années. En gros, c'est l'échelle de temps dans laquelle on va essayer de cadrer notre réflexion. Donc ici, tous les ans, et ça c'est depuis la nuit des temps, au cœur de l'été, on assiste à un maximum de retrait de la glace en Arctique. C'est pareil dans l'Antarctique, mais avec 6 mois de décalage. Sauf qu'une grande particularité de l'Arctique, c'est que la glace de mer, seulement la moitié, en gros, en surface, disparaît en été, ou disparaissait, il y a une vingtaine d'années, et une bonne moitié résistait à la fonte d'été. Alors que dans l'Antarctique, toute la glace de mer fond en été et se reforme complètement en hiver. Pour vous donner des chiffres, l'Antarctique, c'est 20 millions de kilomètres carrés de banquise en hiver, en pleine extension, et c'est à peine peut-être 2 millions de kilomètres carrés résiduels en été. Donc pratiquement toute la glace est saisonnière. La glace de mer est saisonnière en Antarctique, alors que dans l'Arctique, grosse différence, il en restait une bonne moitié. Alors c'est très important cette histoire de glace à cause de ça, qu'on appelle l'albédo. L'albédo, ça vient de l'italien, un mot italien qui est alba, qui veut dire blanc, comme ma chemise blanche, que vous voyez blanche parce que ce tissu réfléchi vous renvoie vers vous toute la lumière incidente, donc c'est pour ça que vous voyez ma chemise blanche. Par contre, le tissu de ma veste, lui, il absorbe toute cette énergie lumineuse, il ne vous renvoie rien, c'est pour ça que vous voyez ma veste noire. Donc c'est ça qu'on appelle l'albédo. L'albédo de la glace est très élevé, c'est comme ma chemise blanche. 80% du rayonnement solaire incident est renvoyé dans l'espace, 20% est transmis à travers la glace, en moyenne, en gros, hein, parce que dans certaines conditions, si la glace de mer est recouverte d'une neige sèche et très réfléchissante, c'est plus de 90% du rayonnement solaire incident qui est renvoyé dans l'espace. Alors que l'océan, lui, c'est presque un corps noir, c'est juste l'inverse. Lui, il absorbe autant d'énergie que la glace n'en renvoie dans l'atmosphère. Donc, si vous passez de la glace à l'océan, vous changez complètement le bilan radiatif sur la planète en liaison avec ces structures glace ou eau. C'est très important. Si on va parler de millions de kilomètres carrés qui disparaissent, si on fait des comparaisons entre la situation actuelle et la situation passée, sur 1 million de kilomètres carrés, si vous passez d'un albédo de 0,8 à 0,2, en été, quand le soleil est au-dessus de l'horizon 24 heures sur 24, ça vous fait beaucoup d'énergie qui est renvoyée ou absorbée plutôt dans l'océan plutôt que renvoyée dans l'espace. Si vous comptez, par exemple, en moyenne, ça dépend aussi de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, mais vous avez une bonne centaine de watts par mètre carré toute la journée, 24 heures sur 24. Sur 1 million de kilomètres carrés, ça fait beaucoup de watts. Donc c'est ça le problème crucial au niveau qui explique cette amplification polaire dans le cadre du changement climatique. Ce qui se passe dans l'Arctique, pour des raisons qu'on retrouve sur d'autres secteurs de la Terre, n'a pas le même effet à cause de ce problème d'albédo. Très, très important. Donc,
Voilà le cycle saisonnier annuel de la glace de mer en Arctique, où on évolue de 16 millions de kilomètres carrés. Vous voyez peut-être pas très bien les chiffres ici, on va de 5 à 18 là, millions de kilomètres carrés de glace de banquise en hiver. Donc on était à peu près à 16, ça a diminué légèrement, on va revenir là-dessus, c'est très important, au cours de l'hiver. Là, les pointes en haut, c'est l'hiver, les pointes en bas, c'est l'été, donc le recul maximum. Donc vous voyez que dans les années 80, là, début des années 80, le recul de la glace était effectivement de moitié. Il restait 8 millions de kilomètres carrés de banquise en été. C'est ce retrait d'été qui est en train de diminuer parce que là, dans le milieu des années 2000, on est déjà passé en dessous de 6 et vous verrez que très récemment, on est descendu à 3 millions de kilomètres carrés. Donc, ça vous donne un petit peu la tendance actuelle. Voilà sur les 10 dernières années, de 2003 à 2013, ce qui se passe entre les crêtes et les creux. On voit effectivement qu'en 2012, il y a eu un retrait à 3 millions de kilomètres carrés de glace. On est bien en dessous des 8 d'il y a 20 ou 30 ans. Une autre façon de voir aussi les choses, et alors là c'est très important de bien noter qu'il y a des plus et des moins. Vous voyez que ce n'est pas une tendance tout à fait simple, mais il y a des années avec, des années sans. On est très au fait, on a l'habitude de cela, c'est la variabilité interannuelle. En 1996, par exemple, il y a eu un pic, vous voyez, on est revenu presque aux conditions normales de 8 millions de kilomètres carrés, mais c'était une année avec glace, alors que l'année 2007, en plein milieu de l'année polaire internationale, on est descendu subitement à 4 millions de kilomètres carrés. Et c'est ces minimums qui tendent à être de plus en plus fréquents au cours des 10 dernières années. Voilà, 2007, ça n'est pas le record. Le record a été atteint en 2012 pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, à quelque chose comme 3 millions de kilomètres carrés. Quand on fait des extrapolations, alors on peut en faire de toutes sortes, en prenant les 4 derniers minimums ou sur les 10 dernières années, en intégrant les aspects de variabilité interannuelle, on voit que les projections nous amènent vers des étés sans glace en Arctique pour 2020, ou légèrement avant 2020, ou 2035. C'est-à-dire bien avant le milieu du siècle, l'Arctique, selon les tendances actuelles, devrait être libre de glace en été, comme l'Antarctique. Et ça serait quand même très nouveau. On va voir par la suite que c'est un événement important, mais actuellement, on s'attache à des aspects qui nous paraissent beaucoup plus critiques que celui-là. Je vais revenir là-dessus dans peu de temps. Simplement ici, pour vous montrer aussi les projections, la comparaison entre les données, c'est la courbe rouge, où vous voyez la variabilité interannuelle dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis les 2 années exceptionnelles, 2007-2012, et la projection vers 2025 d'un Arctique sans glace en été. Elle se reforme complètement en hiver. Comparé à des projections, des modèles de l'IPCC, je pense que Valérie Masson-Delmotte vous a parlé du GIEC et de ces modèles, donc je ne vais pas trop insister, mais simplement ce que ce graphique vous montre, c'est qu'il y a un écart croissant entre les prévisions du GIEC, ou de l'IPCC en anglais, et les observations, et que cet écart est grandissant. On connaît les raisons de cela, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est quand même un fait notable de noter aussi le fait qu'il y a une accélération. Vous voyez que la courbe n'est pas linéaire du tout, il y a une accélération vers du processus de fonte ou de retrait de la glace en été.
Je vais revenir sur ce qui est indiqué là en bas de page pour que vous compreniez pourquoi j'ai parlé de 75% de la masse. Parce que là, on est en train de parler de la surface. On n'a pas encore intégré l'épaisseur de la glace. On y vient. Voilà l'épaisseur qui a changé aussi. D'ailleurs, curieusement, non pas curieusement, finalement c'est tout à fait logique, l'épaisseur de la glace est le paramètre qui nous a en premier alerté sur une évolution rapide de la banquise arctique, simplement en constatant que la glace devenait de moins en moins épaisse. Comme le montre ce graphique, où on voit qu'on est passé d'une glace en moyenne, hein, parce que la banquise est un milieu assez hétérogène et chaotique, mais en moyenne, si on définit une épaisseur moyenne de la glace, on voit qu'on est passé de plus de 3 à moins de 2 maintenant. D'ailleurs, passer de 3 à 2, c'est aussi un seuil très critique en termes de banquise, parce qu'on passe de la vieille glace à de la jeune glace. Un hiver, qu'il soit arctique ou antarctique, n'est pas capable de former des glaces supérieures à 2 mètres d'épaisseur. Ça tient à l'intensité du froid. Je vais revenir là-dessus aussi. Donc passer de la vieille glace à la jeune glace, c'est aussi quelque chose, un constat qui est très important. Et c'est pour ça que si vous combinez une réduction de la surface de moitié, en passant de 8 millions de kilomètres carrés à 4 ou moins, et une réduction d'épaisseur de moitié, vous perdez 3/4 du volume. Donc il reste 25% de la masse de glace qu'on avait initialement à la fin de chaque été, il y a 30 ans. Il reste 25% encore à fondre. Est-ce que c'est vraiment très critique quand on constate que 75% a déjà disparu? Ça veut dire que l'événement s'est déjà produit, quoi, presque dans sa totalité. C'est ce que ce graphique traduit. Vous voyez qu'en gros, on est passé d'une surface de glace de 6 millions de kilomètres carrés il y a 20 ans, avec 3 mètres d'épaisseur, donc c'était 18 000 kilomètres cubes de glace, à quelque chose comme 3 millions de kilomètres carrés sur 1,5 mètre d'épaisseur, 4,5, donc c'est bien une réduction de 75% de ce volume, donc, ou de cette masse de glace qui a disparu. Ça, c'est les résultats d'un modèle, c'est indiqué ici, qui est utilisé par des collègues aux États-Unis, mais qui traduit exactement ce fait. Réduction de moitié de la surface et de moitié de l'épaisseur. Alors ce qu'on a fait, et c'est là où je vais insister sur ce qui nous paraît maintenant très critique dans l'Arctique, c'est qu'on a regardé dans des secteurs centrés autour du pôle, donc ça c'est le dernier cercle entre le pôle nord géographique et 80 degrés de latitude nord. Donc là on vient tangenter les côtes nord du Spitzberg, Franz Josef, les îles de Franz Josef ici, Svernaja Zemlya ici, et puis le nord du Groenland et de l'archipel canadien. Donc cette surface qui représente à peu près 3 millions de kilomètres carrés. Donc au niveau banquise, il faut en enlever un petit peu ici parce que c'est le nord du Groenland, donc il y a un peu de terre là-dedans. Voilà ce qu'on observe au niveau variation saisonnière sur les 10 dernières années, de 2003 à 2012. Chaque année a une couleur différente. Dans ce dernier cercle, je ne vais pas dire le dernier carré, le dernier cercle autour du pôle, donc dans les 10 derniers degrés de latitude, 80 à 90, voilà l'évolution. Donc on voit effectivement que vers les années proches, 2011, 2012, 2007, c'est l'année polaire internationale, là, qui est assez exceptionnelle aussi, on voit effectivement l'impact de la fonte déjà dans ce dernier cercle. Mais c'est là où, je parlais tout à l'heure de 3 millions de kilomètres carrés, c'est là où l'essentiel de la masse de glace de banquise persiste, bien que là on en perde quand même près de 1 million de kilomètres carrés dans ce dernier cercle. Ce qu'on a fait aussi, c'est...
on a fait la même chose dans cette couronne qui, elle, va de 80 nord à 70 nord. Donc, vous voyez, tout autour de l'Arctique, cette couronne donc, qui couvre toutes les mers bordières de l'Arctique, Barents, Kara, Laptev, Chukchi, par ici, ça c'est le détroit de Bering, Beaufort, et puis le nord de la baie de Baffin, ici, la mer de Norvège, mer du Groenland, ici. Donc on a regardé dans cette zone la même chose au niveau de l'évolution de la glace, et voilà ce qu'on a observé. Donc on va aussi dans cette zone-là d'une surface qui fait à peu près, d'une surface qui va de 6 millions de kilomètres carrés en plein hiver à presque zéro. Vous voyez, en 2012, toute la glace de cette couronne qui est très importante pour toutes les activités dont je vais parler tout à l'heure, sur le transport maritime, l'exploitation du gaz et du pétrole et les pêches très abondantes en mer de Barents, par exemple. Eh bien, toute cette zone en 2012, qui est l'année exceptionnelle, était quasiment libre de glace. Il ne reste pratiquement plus rien dans cette zone, dans cette couronne péri-arctique qui est donc devenue quasi totalement de la glace saisonnière. Mais ce qui est très important, c'est de constater, là j'ai surtout parlé du retrait maximum au mois de septembre, donc sur toutes les courbes, c'est dans le creux de cette vague, si je puis dire. Donc on a beaucoup insisté sur ce point-là, mais en fait le plus important c'est ici. Vous voyez que depuis les années 2003 vers 2012, il y a une avance de la période de fonte et de débâcle de la banquise quand le retrait se produit de manière maximum. Là, c'est quand la pente est la plus forte. Cette période qu'on appelle la débâcle ou la fonte avance de manière significative, à peu près 1 à 2 jours par an. Donc mesurer ça d'une année sur l'autre, ce n'est pas simple, surtout avec cette variabilité interannuelle dont j'ai parlé tout à l'heure, mais quand vous regardez ça sur 10 ans, c'est clair. Il y a effectivement une avancée ici, et puis un retard pendant la période de fonte. Quand vous d'ailleurs couplez l'avancée et le retard, vous voyez l'échelle de temps ici, vous arrivez à une ouverture de l'ordre du mois. Si vous regardez à une date particulière, mettons au début du mois de juillet, vous voyez que la différence en surface de glace dans cette zone qui va de 70 à 80 nord est de l'ordre de 1 million de kilomètres carrés en moins. C'est pas négligeable. Donc, la conclusion de ça, c'est que là, on est arrivé à zéro, donc on ne va pas aller en dessous. On a touché le fond. Mais ce qui va continuer à avancer et à reculer, c'est la débâcle du printemps et l'embâcle à l'automne qui vont continuer à avancer dans un sens, reculer dans l'autre, jusqu'où on n'en sait rien. En tout cas, il va bien y avoir une limite à ça, mais ça va continuer à progresser. Alors ça, c'est très important, ça, et pas seulement pour les ours polaires, qui vivent sur la glace et qui vivent de la glace, enfin des phoques qui sont sur la glace. Mais c'est très important ça parce que quand les femelles sortent de la période d'hiver pour se nourrir, selon l'état de la glace, leur disposition à se reprendre de la graisse va être très très impactée par ce décalage. De même d'ailleurs à l'embâcle, avant que l'hiver ne s'installe, ce sont 2 périodes très critiques dans la diététique des ours polaires et les zoologistes sont très à l'affût de cette information et voudraient savoir si cette avancée et ce recul vont continuer à évoluer à la même vitesse qu'on le voit actuellement. Et c'est très important aussi pour le transport maritime sur les routes du Nord, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, qui est aussi très dépendant de ces périodes de débâcle, d'embâcle, puisque ça contraint fortement les conditions dans les passages de nord-est, nord-ouest autour de l'Arctique.
Alors, on peut aller beaucoup plus loin. Là, on a fait encore un truc un peu plus poussé, c'est qu'on a coupé l'Arctique en deux, enfin la zone périarctique en deux, autour de cette ligne noire ici, en isolant cette partie-là qu'on appelle le secteur Pacifique, parce que c'est tourné vers Bering, du secteur Atlantique qui, lui, est tourné vers le détroit de Fram. Et donc, on a cassé donc les données qui sont ici, qui regroupent tout, dans ces deux parties. Et alors, ce qu'on voit ici, c'est très intéressant, c'est que sur la façade atlantique, la saisonnalité, le signal évolue d'une manière très différente de la façade atlantique. Ici, c'est beaucoup plus brutal, ça se produit pendant beaucoup moins longtemps. Ici, c'est beaucoup plus étalé, mais l'embâcle et la débâcle se passent un mois plus tôt du côté atlantique que du côté pacifique, et l'inverse pour l'embâcle. Ça aussi, c'est très important. On peut continuer à séquencer l'Arctique en des sous-régions de plus en plus petites pour faire des observations pointues sur tel ou tel secteur. Voilà le travail qui se fait actuellement. Donc ça résume un peu ce que je viens de dire au niveau de l'avancée de l'embâcle au printemps et le recul de l'avancée de la débâcle au printemps et le recul de l'embâcle à l'automne. Avec, vous voyez, les échelles de temps ici, de l'ordre du mois, sur une période de 10 ans. Ça va vite. Alors, il n'y a pas seulement la surface de la glace. Là, je vais aller un petit peu plus vite. Il y a aussi le fait que cette glace devienne beaucoup plus mobile. Elle se déplace beaucoup plus rapidement. La banquise, ça bouge. Ce n'est pas stationnaire. À cause des courants, à cause surtout du vent aussi qui entraîne la glace. En gros, il y a deux grands systèmes de circulation. Il y a ce qu'on appelle la dérive transpolaire. Pratiquement, on va du détroit de Bering au détroit de Fram, au nord des côtes de la Sibérie et du nord de l'Europe. Donc, c'est la dérive transpolaire. Et puis là, au nord du Canada et de l'Alaska, il y a un gire anticyclonique qu'on appelle le gire de Beaufort. C'est dans la mer de Beaufort qui est ici. Donc, selon les années, le gire de Beaufort peut être très ramassé, très réduit au niveau espace de circulation de ce gire où il domine. Et puis la dérive transpolaire peut occuper un large terrain. Et puis d'autres années où le gire de Beaufort est très élargi et la dérive transpolaire très contrainte du côté nord-Europe et Sibérie. Mais ce qui est important, c'est de voir que, par exemple, si vous comparez la dérive du bateau Tara pendant l'année polaire internationale, donc Tara a dérivé pendant une année le long de cette trajectoire très parallèle à celle du Fram. En 1894-1896, donc il y a longtemps, qui avait mis 2 ans à parcourir la même distance, pratiquement. Donc ceci était confirmé aussi en comparant Tara, c'est la courbe violette, le Fram, il y a plus d'un siècle, c'est la courbe noire, avec la dérive d'un camp russe installé sur la glace qui, lui, a effectué ce trajet en 10 mois, là où il avait fallu pratiquement 2 ans au Fram pour faire la même chose. Donc la glace se déplace beaucoup plus vite, 2 fois plus vite qu'avant. Elle est plus jeune, de plus en plus jeune, ça j'en ai déjà parlé. La partie rouge, c'est de la glace jeune, la partie jaune, c'est de la glace plus ancienne, qui est de plus en plus restreinte au nord du Canada et du Groenland. Vous verrez d'ailleurs que je vais vous sortir des cartes de température dans l'atmosphère, de l'air dans l'atmosphère, donc à 2 mètres au-dessus de la glace, qui montrent que en fait, le pôle du froid en Arctique est bien ici, au nord du Canada et du Groenland, beaucoup plus que du côté de la Sibérie, ce qui explique que effectivement la vieille glace, le peu qu'on trouve maintenant en Arctique, est restreinte au nord des côtes canadiennes et groenlandaises.
et que le reste est de plus en plus occupé par de la glace de l'année. Bon, on passe à l'atmosphère. Là, j'ai terminé avec la glace. On viendra après dessus avec des questions si vous le souhaitez. Donc, l'atmosphère, c'est beaucoup plus nébuleux, si je puis dire. C'est beaucoup plus confus. D'une part, parce que, comme vous allez le voir aussi sur d'autres transparents, on a très peu de données dans l'atmosphère. C'est assez curieux. On a beaucoup plus de données dans la glace et l'océan que dans l'atmosphère. Mais on constate bien, malgré le peu qu'on a, alors il y a les satellites, mais les satellites, ils voient les choses de très haut, de très loin, et on n'approche pas les basses couches de l'atmosphère comme on le souhaiterait, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Les échanges entre la troposphère et la stratosphère, notamment, sont mal documentés, faute d'engins pour prendre des profils toute l'année au-dessus de la banquise. Mais on est en train de beaucoup travailler là-dessus pour lever le doute. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une très... vous avez vu sur la glace, il y a une évolution très très importante du comportement de la banquise. C'est un peu la même chose dans l'atmosphère. Il y a des bouleversements très très sensibles en comparaison avec l'océan. Ça sera un petit peu le message derrière les transparents qui viennent. L'océan qui, lui, est très stable. Ce n'est pas une surprise. L'océan a une très grande inertie. Parce que si lui commence à bouger aussi, ça va être très, très compliqué. Donc, on résume en gros les situations de l'atmosphère qui oscillent entre deux conditions, mais c'est encore un concept qui mérite d'être affûté. Donc, entre une atmosphère avec un champ de pression qui est très élevé, en moyenne, au sol, ça c'est la pression atmosphérique au-dessus de la glace, un large gire de Beaufort ici et une dérive transpolaire contrainte près du nord de l'Europe et de la Sibérie. Par rapport, et donc ça correspond à un index de l'oscillation arctique, c'est AO, oscillation arctique, qui est faible par définition, ça c'est un choix arbitraire, hein, mais donc qui correspond à des pressions au niveau de la mer qui sont élevées, des températures de l'atmosphère au-dessus de la mer, au-dessus de la banquise, donc qui sont basses, et un export de la glace de mer dans le détroit de Fram qui est faible. C'est l'inverse avec un index élevé de l'oscillation arctique qui correspond à une pression atmosphérique au sol qui est faible, des températures de surface plutôt élevées au-dessus de l'Arctique et qui correspondent aussi à un export de glace plus élevé que la normale. Voilà. Donc ça, c'est un concept en essayant de simplifier les choses au maximum pour expliquer la variabilité de l'atmosphère arctique. Mais qui est mis à mal par ce que l'on observe dans l'atmosphère actuellement, où on voit que ce concept d'oscillation arctique n'explique qu'une partie de la variabilité, mais de moins en moins, ou de plus en plus de mal à expliquer toute cette variabilité que l'on observe plus ou moins bien actuellement. Donc voilà la distribution de ces index d'oscillation arctique au cours des 60 dernières années. On voit que les index positifs donc, sont de plus en plus fréquents par rapport aux index négatifs. On voit cependant en 2010 un très fort index négatif de l'oscillation arctique, donc qui correspond à une situation de ce genre. J'ai simplement sorti ce graphique pour vous indiquer que ce qui se passe dans l'Arctique, ce n'est pas restreint à l'Arctique, mais ça concerne aussi une grande partie de l'hémisphère nord au niveau de la circulation atmosphérique et des températures au sol. Vous voyez que dans une phase où, même où l'Arctique se réchauffe en moyenne, mais avec un index d'oscillation arctique très négatif, c'est celui de l'année 2010,
eh bien, ça correspond à des invasions d'air polaire massives, très fortes. Vous voyez, des températures de moins 12 degrés en dessous des normales saisonnières pour cette période de l'année. La même chose en Amérique du Nord, ici. Donc, ça marche. C'est l'un des impacts de cette oscillation arctique plus ou moins bien définie dont j'ai parlé avant. Donc, ce qui se passe dans l'Arctique, c'est simplement pour indiquer qu'il y a des ramifications lointaines avec tout ce qui se passe dans l'hémisphère nord. En gros, l'explication, c'est que le réchauffement de l'atmosphère arctique, qui va de pair avec le retrait de la banquise, et ce que j'ai montré tout à l'heure et ce que je vais montrer maintenant, va aussi de pair avec un affaiblissement de ce qu'on appelle le vortex polaire arctique. C'est comme dans l'Antarctique, il y a un vortex ici qui emprisonne les masses d'air froide autour du pôle, et donc qui préserve les masses d'air subtropicales qui circulent autour aux latitudes tempérées, mais ce vortex s'affaiblissant donc laisse place à des fuites d'air froid, donc des invasions d'air polaire dans les latitudes tempérées, donc de plus en plus fréquentes, qui coïncident aussi avec des situations de blocage atmosphérique. Il y a par affaiblissement du vortex, vous avez aussi un affaiblissement du jet stream et vous avez un affaiblissement de la circulation des vents d'ouest aux latitudes moyennes avec beaucoup plus de transferts méridiens de chaleur. Donc, qui est lié aussi à ces problèmes de blocage atmosphérique que l'on constate de plus en plus souvent. Rappelez-vous la flotte qui n'a pas arrêté de tomber sur l'ouest de l'Europe, l'Angleterre, la France compris cet hiver. Et ici, je crois qu'ils sont pris 12 ou 13 tempêtes de neige au cours de l'hiver écoulé. C'est ça qu'on appelle du blocage atmosphérique, c'est-à-dire qu'il y a une répétition des événements météorologiques extrêmes beaucoup plus longs et aussi fréquents qui se reproduisent au cours de la même saison. Ce qu'on a essayé d'identifier pour qualifier ce phénomène, c'est de regarder de près les températures au sol, dans l'air, donc à 2 mètres au-dessus de la glace, donc ça, surface air temperature. Le bleu, c'est la pression atmosphérique au sol, qu'on mesure avec des engins qu'on dépose sur la glace et qui dérivent avec la glace toute l'année. Donc là, vous avez plusieurs cycles annuels avec la période chaude, donc on est légèrement au-dessus de 0 degré, et puis la période froide de l'hiver qui passe ici, où on descend à des températures de moins 30 degrés. En été, on va à plus 5 degrés pendant une très courte période. Donc là, c'est la même chose. Donc on mesure, on observe ce paramètre, et qu'est-ce qu'on en fait? On intègre ces données, donc je vous passe les détails, comment on arrive à couvrir tout l'Arctique, mais l'idée, c'est d'utiliser cette information pour calculer les nombres de degrés gel en hiver. C'est-à-dire, en fait, on intègre ce qu'il y a entre cette courbe et la ligne à 0. Enfin, pas 0 degré, c'est moins 1 degré 7, parce que la glace de mer gèle à moins 1 degré 7. Donc, voilà, température de congélation étant de moins 1 degré 7, on calcule sur tout l'Arctique pendant diverses périodes et au cours des 30 dernières années. Là, on va de 1986-87 à 2005-2006, ici. Donc, on intègre sur tout l'Arctique le nombre de degrés gel qui se sont accumulés au cours de l'hiver. Donc, vous voyez, le pôle du froid, attention, le rouge, c'est le froid. Ce n'est pas le chaud, là. C'est des degrés gel, 8000 degrés gel jour accumulés au cours de 100 jours ou 150 jours de l'hiver. Donc vous voyez que le pôle du froid, il est bien là où on a vu tout à l'heure qu'il y avait de la vieille glace qui résistait, mais au cours des 30 dernières années, vous voyez l'évolution, ça devient de moins en moins rouge, c'est de plus en plus pâle. Ça se traduit en termes de courbes
Voilà, on a placé ici sur l'abscisse les nombres de degrés gel jour, FDD, Freezing Degrees Days, pour 80, 2000 et 2012. On a sorti trois années. Et ça, c'est les surfaces en millions de kilomètres carrés. Donc là, j'ai 2 millions de kilomètres carrés sur lesquels s'exerce ce froid. Et vous voyez qu'entre en 1980, qui est la courbe rouge, où j'avais ici au pic plus de 5000 degrés gel jour en 1980, là on est passé à beaucoup moins de 4000 en 2012. Donc on perd pratiquement 2000 degrés gel jour, ce qui correspond à peu près à 1 mètre de glace. D'ailleurs, on a fait le calcul de la perte, enfin l'équivalent en volume de glace, qui correspond à ce manque de froid, en fait. Parce que le message derrière tout ça, c'est que si la glace fond en été, aussi facilement qu'elle le fait maintenant, ce n'est pas forcément uniquement parce que l'été est plus chaud, c'est parce que l'hiver a fabriqué moins de glace et qu'il a été moins froid que d'habitude. Et c'est exactement ce que traduit cette courbe. Donc en fait, on a calculé deux courbes avec deux algorithmes différents. On ne va pas entrer dans les détails, mais le résultat est le même. On voit effectivement qu'entre les années 80 et maintenant, on perd en volume de glace formé en hiver, parce que ça, c'est calculé avec les Freezing Degrees Days, donc c'est l'hiver qui produit beaucoup moins de glace qu'il n'en produisait avant, en termes d'épaisseur, essentiellement. On a fait la même chose avec les Melting Degrees Days. Donc c'est la petite bosse qui va au-dessus de 0 degré sur la courbe que j'ai montrée tout à l'heure. Ben oui, non seulement les hivers sont moins froids, mais les étés sont plus chauds, ou en fait, ils durent plus longtemps. La température, elle monte guère au-dessus de 5 degrés, donc on peut dire que ça s'est vraiment beaucoup réchauffé, mais ça dure plus longtemps qu'avant. Et donc, quand vous intégrez les Melting Degrees Days sur la période d'été, vous voyez que ça a doublé. On est passé de 100, un peu plus de 100 à un peu plus de 200 en 2012. Donc, tout ça colle, c'est cohérent. Quelques mots sur l'océan, très vite, parce qu'il faut que j'avance là. Donc, vous voyez, vous retrouvez ici la mer de Beaufort, la dérive transpolaire, la pénétration des eaux rouges, là, c'est les eaux atlantiques, ce qui reste du Gulf Stream, qui monte dans l'Arctique, soit qui traverse la mer de Barents, soit qui passe au nord du Svalbard, en passant le détroit de Fram ici, et qui circule dans tout l'Arctique. Donc, par opposition aux eaux bleues, qui sont des eaux qui viennent du Pacifique essentiellement, qui sont des eaux relativement douces, celles-là sont très salées, les eaux de l'Atlantique Nord, les eaux du Pacifique Nord sont très douces. Donc on a des eaux douces et des eaux salées qui se superposent dans l'Arctique, comme l'indiquent ces graphiques. Alors là, c'est des profils verticaux. Je vous donnerai tout à l'heure quelques informations rapides sur la façon dont on obtient toutes ces données. Mais ça, donc, c'est des relevés surface jusqu'à 1000 mètres de profondeur, enfin 800 ici, mètres de profondeur, donc sous la glace, sur un transect qui va du pôle Nord 200 km vers le sud. Là, donc, vous voyez les profils de température et de salinité. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la halocline, la barrière de salinité, qui est très proche de la surface, donc à 20 mètres sous la surface. Par contre, la thermocline, la barrière de température, est beaucoup plus profonde. Elle est vers 150 mètres de profondeur. Et ça, c'est très caractéristique de l'Arctique. Et encore une fois, cette structure, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'océan, on ne le voit pas chamboulé comme on voit l'atmosphère et la glace. Il est relativement stable, mais on commence à percevoir des signes aussi d'évolution que je n'aurai pas le temps de décrire ici. Mais simplement, si vous retenez que l'océan, il résiste à ces évolutions importantes qu'on voit dans la glace, sur la glace et l'atmosphère, c'est l'essentiel du message ici. Ce graphique-là, c'est pour montrer la même chose. Ça, c'est du côté
Atlantique, pardon, ici, et ça c'est du côté Pacifique. Donc on voit ici plus d'eau d'origine pacifique qui rentre, qui est peu salée, avec des pics d'eau chaude qui sont observés en été principalement, parce que les eaux du nord du Pacifique qui pénètrent en surface subissent le réchauffement d'été, donc qui se voit ici dans l'Arctique. Bon, ça c'est la même chose, c'est la distribution de ces différentes masses d'eau sur un diagramme différent de tout à l'heure. Ça c'est un des diagrammes température-salinité. Donc la profondeur, elle apparaît sur l'échelle des couleurs ici, de 0 à 500 mètres sur ces points. Et vous voyez apparaître les trois pics de température. Le pic de l'eau Atlantique, mais qui est profond, on est vers 300, 400 mètres de profondeur là. Le pic d'eau lié au Pacifique, mais qui est beaucoup moins profond, on est dans les 50 premiers mètres. Et puis tout en surface, ici, le maximum de température proche de la surface lié au réchauffement d'été. Donc c'est ces trois pics, ces trois masses d'eau qui interviennent sur la glace par en dessous pour limiter, pour accélérer la fonte, éventuellement en fonction des caractéristiques de circulation. Bon, ça c'est un petit peu la même chose, je vais aller plus vite là-dessus. Un petit mot sur, là j'en ai terminé des glaces de mer et de l'océan Arctique. Je voudrais vous dire quelques mots sur le Groenland, quelques mots sur la façon dont on s'organise pour faire nos observations en Arctique, et puis quelques mots sur le projet Access. J'espère que je tiendrai le temps. Donc, on observe effectivement dans le contexte du réchauffement actuel une accélération de la fonte du Groenland. Et je vous montre ça surtout pour aussi indiquer que ça, par contre, c'est aussi responsable de l'élévation du niveau des océans, contrairement à la banquise qui, qu'elle fonde ou pas, n'intervient pas sur le changement du niveau marin. Par contre, ça, oui, c'est de la glace donc qui va se transformer en eau et qui passe de la terre à la mer et qui fait monter le niveau de l'océan. Donc, on pense que l'élévation mesurée par les altimètres installés sur des satellites actuellement, qui est de l'ordre de 3 mm par an, est en grande partie liée à la fonte des glaces du Groenland. On est loin d'une fonte... Pour l'instant, c'est marginal, ça touche les zones marginales du Groenland, mais ça se mesure, c'est observable. Si toute cette glace fond, pour vous donner une idée, ça veut dire que le niveau des mers va monter de 7 mètres. On en est loin, mais ce qu'on prévoit, ou ce que les modèles prévoient, c'est que d'ici la fin du siècle, au train où ça va, on pourrait avoir une élévation de l'ordre du mètre du niveau des océans sur toute la planète. Bon, je vais passer là-dessus parce que je pense qu'on va manquer de temps. Je voulais vous parler des observations qu'on a conduites au front des glaciers sur la côte ouest du Groenland. C'est des spectacles fantastiques. Là, ces parois de glace, là vous voyez la partie émergée, mais les parois de glace au front des glaciers là, font à peu près 1 km d'élévation, d'altitude. Il y a à peu près 200 mètres ici au-dessus du niveau de la mer et il y a 800 mètres en dessous. C'est ce que montrait ce schéma. Vous voyez la partie immergée qui est mesurée par des sonars, donc qui est très profonde ici au plus creux. On a des parois de glace qui font 1 km de haut. Donc quand ça vèle, c'est-à-dire quand l'iceberg se détache du front de glace, c'est très impressionnant. Bon, au niveau des mesures, comment on va observer tout ça, c'est pas facile, mais on y arrive. Donc, ça, c'est une image qui a été prise pendant la dérive de Tarak, vous voyez dans le lointain, là, avec des radiomètres qui sont installés au-dessus pour mesurer les rayonnements solaires incidents et réfléchis par la glace et puis transmis à travers la glace. Ça, c'est des instruments pour mesurer les profils dans l'océan, donc les profils de température et de salinité essentiellement, de la surface jusqu'à vers plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et puis la même chose, mais avec des ballons
qui vont mesurer la température, le degré d'humidité, les vents dans les basses couches de l'atmosphère. Donc ça nous permet de restituer des profils. Vous voyez un profil de température ici, donc qui va de 1300 mètres d'altitude à 900 mètres de profondeur. Ça, c'est très puissant comme observation. C'est ce qu'on essaye de développer au maximum pour documenter les problèmes dont j'ai parlé, qui touchent aussi bien à l'atmosphère, à la glace ici, qu'à l'océan qui est en dessous. Donc, vous voyez d'ailleurs que la partie la plus froide ici, c'est effectivement les premiers mètres de l'océan qui permettent de conserver la glace, de la préserver de la fonte. Vous voyez l'atmosphère, les couches supérieures de l'atmosphère qui sont très chaudes. On a plus de 10 degrés ici en altitude à 1000 mètres. Il fait meilleur vivre en ballon, là, visiblement, qu'au sol à cette période de l'année. Dans l'océan, voilà, on développe un certain nombre de techniques pour effectuer ces profils de manière quasi automatique avec des engins comme des flotteurs Argo dans les océans de la planète qui montent et qui descendent, donc qui mesurent la température et la salinité. L'information est transmise par induction le long de câbles, le long desquels ces flotteurs montent et descendent. Et puis, il y a des bouées en surface qui transmettent ça par satellite. Les voilà. Donc, on récupère tout ça au laboratoire, des profils de la surface à 1000 mètres de profondeur en Arctique dans son bureau tous les jours. C'est pas mal, c'est confortable, c'est sympa. Voilà comment marchent ces systèmes. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais ça, c'est une technique pendant l'année polaire. Ça, c'est d'autres techniques qui sont utilisées pour mesurer donc des planeurs sous-marins, donc qui font un peu la même chose que les flotteurs, mais sur des sections, parce qu'ils planent, donc ils ne montent pas, ils ne descendent pas comme une pierre ou comme un bouchon, mais ils avancent dans l'eau. Le seul moteur là-dedans, c'est que vous contrôlez le volume, la flottabilité de l'engin. Donc, pour le forcer à monter et à descendre. Et comme il est profilé, il peut descendre ou il peut monter selon, en déplaçant des masses à l'intérieur. Donc, si vous voulez le faire plonger, vous avancez une masse le long d'une vis sans fin à l'intérieur du planeur, donc pour lui pousser le nez vers le bas, et donc il va descendre. Si la pompe qui contrôle sa flottabilité va dans le bon sens, c'est comme une vessie natatoire de poisson, quoi. C'est exactement la même chose. Et puis l'inverse pour remonter, puis on peut même faire tourner la masse pour le faire virer vers la gauche ou vers la droite. C'est un joujou magnifique. Voilà, d'autres types de flotteurs qu'on utilise pour mesurer l'épaisseur de la glace par en dessous. Voilà, le déploiement en réseau de ces engins sur l'Arctique. Alors, ce n'est pas simple. Voilà, un grand succès de l'année polaire internationale, ça a été d'utiliser ces bouées, ces profileurs pour faire des relevés dans l'océan et la glace, donc sur des bouées dérivantes qui sont suivies par GPS et qui transmettent des données en temps réel. Énorme succès, quoi. Avec une technologie comme ça, notre vision de l'Arctique a vraiment changé, quoi. Alors effectivement, il faut utiliser des moyens lourds. Ça, ce sont les brise-glaces russes, suédois, allemands et autres. Alors il y a même, nous au niveau français, on fait dans le léger, c'est Tara et Vagabond, mais ça marche aussi. On fait aussi des camps dérivant sur la glace. Ça, c'est la distribution des bateaux pendant l'année polaire internationale. L'été 2008, vous voyez, il y avait une distribution assez impressionnante de bateaux. C'est comme ça qu'on arrive à couvrir l'Arctique. On utilise aussi des engins, des avions équipés de skis. Donc, on atterrit sur la glace avec des skis. Ça, c'est un DC-3 qu'on a utilisé aussi avec Tara. Ça, c'est les Twin Otter, des avions canadiens à aile haute, bimoteurs, très puissants. On décolle sur 250 mètres ou 300 mètres. On atterrit sur même plus court. Quelquefois sur de la glace dont on ne connaît pas trop l'épaisseur, c'est un peu risqué. Mais les pilotes sont très habitués à ce genre de manœuvre. Ça, c'est les camps
dérivant sur la glace. Donc les Russes sont très friands de cela, mais bon, il faut trouver des clients pour aller dans ces cabanes et se balader pendant 10 mois sur la glace sans trop de contact avec le continent. C'est quand même assez rude. Ça, c'est Tara, ça, c'était Vagabond au Spitzberg. Donc, on se laisse prendre dans les courants de dérive, comme le Fram il y a plus d'un siècle, mais avec des technologies qui n'existaient pas à l'époque, bien sûr, y compris les satellites, donc, qui sont d'une aide considérable pour observer la glace, les hautes couches de l'atmosphère. On a aussi des altimètres qui mesurent quelques centimètres à 1000 km d'altitude. C'est quand même assez faramineux d'arriver à des performances comme ça. Je voudrais terminer simplement en quelques minutes sur le projet Access qui nous mobilise actuellement beaucoup avec l'Union européenne. Et simplement, cette couverture du magazine Économiste résume très bien quel est l'enjeu du projet Access, c'est de voir quelle est l'influence, l'impact de la fonte en Arctique sur des activités de type commerce, énergie, pêche et environnement et autre chose. C'est exactement le sujet. Donc voilà le projet qui va se terminer dans un an d'ailleurs. J'étais à Bruxelles hier, parce qu'on fait partie du call, de l'appel d'offres Ocean of Tomorrow, qui est devenu Horizon 2020 maintenant dans les nouvelles terminologies. Enfin, Horizon 2020, c'est ce qui remplace le 7e programme cadre recherche et développement. Et à l'intérieur du 7e PCRD, il y avait donc ce joint call qui s'appelait Ocean of Tomorrow. Maintenant, dans Horizon 2020, ils ont remplacé Ocean of Tomorrow par la croissance bleue, Blue Growth. Et il y a des appels d'offres qui sont sortis, donc c'est actuellement, les consortiums européens se sont formés, ont répondu aux premiers appels d'offres, mais il va y en avoir d'autres. Il y a une très très forte activité à ce niveau-là. Donc les enjeux sont considérables, simplement au niveau réserve d'huile, de pétrole et de gaz. Il y a 10% des réserves de pétrole non exploitées actuellement à l'échelle mondiale qui sont situées en Arctique, donc dans les zones vertes. On voit surtout donc à l'ouest du Groenland, mais surtout le nord de la Russie, même de l'Europe, et aussi du nord de l'Alaska et du Canada. Et il y a 30% des réserves mondiales de gaz qui se trouvent là-dedans. Donc ça aiguise pas mal d'appétit, mais c'est loin d'être gagné parce qu'il faut aller le chercher, puis il faut être capable aussi de l'exporter. Donc voilà un bateau qui traverse le passage du nord-ouest. Donc ça, c'est un partenaire du projet Access, qui est au Danemark, Nordic Bulk Carriers, donc qui a chargé le bateau de 75 000 tonnes de charbon à Vancouver pour l'amener en Finlande, donc en passant par le passage du nord-ouest au lieu d'aller à Panama, où d'ailleurs il n'aurait pas pu charger autant de charbon qu'il le fait là, à cause de l'étroitesse du passage de Panama. Donc ça c'est juste pour indiquer que quand je disais que ce n'était pas gagné, c'est que pour l'instant, ces zones polaires sont complètement désertes. Il n'y a pas du tout d'infrastructure qui permet d'intervenir pour quelque raison que ce soit sur un navire qui serait en déplacement sur ces routes-là. Donc il faut tout faire. Mais apparemment, les intérêts et les enjeux sont tels qu'il y a déjà des choses qui bougent. J'ai cru comprendre, enfin, c'était même assez explicite dans les journaux juste avant Noël, que le gaz de la péninsule de Yamal, qui a aiguisé beaucoup d'appétit du côté de la Russie, bien sûr, mais aussi avec un partenariat avec Total. Donc 70% des réserves de gaz ici sont déjà vendues à l'Asie et 30% à l'Europe. Il y a 16 bateaux renforcés glace, bateaux type bateaux méthaniers qui sont en construction.
il y a des ports et des aéroports, des villes, des routes qui sont en construction par là. Donc, visiblement, les industriels sont prêts à agir. Néanmoins, il y a quand même des choses à mettre au point sur l'Organisation maritime internationale qui s'est réunie à Londres il n'y a pas longtemps, travaille activement sur un code polaire pour réguler un petit peu tout ça. Bon, on fait aussi des projections au niveau pêche. Donc ça, simplement pour vous montrer au niveau de la production primaire, c'est-à-dire le phytoplancton, enfin l'herbe dans la mer. Ça, c'est la production secondaire, donc c'est plutôt le zooplancton. Donc c'est les deux éléments précurseurs de la chaîne alimentaire, enfin dans le domaine marin, et l'évolution donc sur des périodes de temps début et fin de siècle, en fonction de l'évolution du changement climatique sous toutes ses formes, on peut prédire un déplacement des zones de production primaire plutôt de l'ouest vers l'est de la mer de Barents. La mer de Barents étant l'une des zones actuellement les plus productives en termes de pêche sur la planète. Donc c'est un peu différent pour la production secondaire. Ce n'est pas du tout évident les solutions qu'on obtient en traitant ces aspects changement climatique à travers les modèles très sophistiqués. Là, c'est le modèle SynMod, parce qu'il y a des éléments qui évoluent. D'un côté, il y a la lumière, la zone euphotique, donc comment la lumière pénètre, parce qu'elle est nécessaire à la croissance, l'activité chlorophyllienne, etc. Mais aussi comment se redistribuent les sels nutritifs, parce que ce n'est pas uniquement de la lumière, mais il faut aussi de la nourriture pour déclencher ces systèmes de production. Donc ce n'est pas évident de savoir comment le système va évoluer. C'est pour ça que le passage par les modèles est quand même assez instructif. Ça a l'air d'être la fin. Donc je m'excuse d'avoir débordé de 5 minutes le temps qui m'était imparti, mais c'était pour vous donner une idée de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait un petit peu. Voilà, merci.